Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 26 août 2015. Bienvenue dans cette édition spéciale. Comme vous le savez, l'actualité est toujours dominée par le conflit des rouleurs, une crise qui dure depuis maintenant 22 jours. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Gomès, député de la seconde circonscription. Philippe Gomès, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Philippe. Avec Philippe Germain, vous êtes l'une des cibles privilégiées des rouleurs qui n'ont de cesse de vous insulter et de vous brocarder. On ne dira pas les termes à l'antenne, mais ils sont assez violents. Alors on commence par une question toute simple, Philippe Gomès. Comment allez-vous et comment le vivez-vous ? Très bien, très bien. Vous savez, quand on fait un métier public, il faut en accepter aussi les difficultés et l'exposition. Donc, lorsqu'on est un homme politique, on a décidé de l'être, qu'on se présente au suffrage des électeurs. Mais il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, lorsqu'il y a des crises, on peut être assez violemment pris à partie, que ce soit à l'échelle locale ou nationale. Donc ça fait partie du job. Et ceux qui se plaignent le cas échéant d'en être victimes, il faut qu'ils changent de métier, puisque c'est un métier qu'on a choisi. Donc voilà, ça c'est la première chose que je veux dire. La deuxième, c'est que bien sûr, je suis gâté. On peut pas dire le contraire. Il y a des banderoles. Je reviens de la foi, là. J'étais à la fois pour une réunion du syndicat intercommunal à vocation multiple qui rassemble les communes de Païta, Moindou, Faréno, Saraméa, Boulou-Paris, La Fouet et Bourail, tout l'intérieur de la province sud. Et j'ai eu la chance de voir tout au long du parcours des camions sagement garés, désormais en bord de route, avec des banderoles où il y avait marqué « Au choix Gomès, gangster » ou « gangster », les deux orthographes sont utilisés. Il y avait aussi Néautine Gomez Dang dictateur et d'autres joyeusetés du Mamakabi. Donc Gomez salaud, Gomez démission, voilà. Gomez traître. Voilà, oui. Au pied du gouvernement. Je n'ai pas prétendu être exhaustif dans ce que j'allais dire, mais je vous remercie d'avoir complété le cas échéant. Et puis, au-delà de ça, il y a bien sûr eu un certain nombre de menaces sur les réseaux sociaux, notamment un certain nombre qui sont engagés à me mettre une balle. Donc voilà, c'est quand climat délétère quand même. C'est quand même pas triste. Bon, cela étant, il y a un certain nombre de personnes qui s'activent pour que ce climat existe. Ce climat, il n'existe pas par hasard. Il existe parce que un certain nombre mettent volontairement de l'huile sur le feu et volontairement personnalisent le conflit. Je rappelle d'ailleurs qu'André Dang a quitté le territoire eu égard aux menaces de mort dont il était l'objet et qu'il n'est pas revenu, à mon avis, pour un petit moment. Et puis enfin, sommet cerise sur le gâteau, qui témoigne de comportements de type mafieux. Cette fois-ci, on n'est plus simplement dans l'insulte, dans l'invective, on est dans la mafia pure, quoi. C'est à l'occasion du week-end, parce que le week-end, j'ai eu la chance non seulement d'avoir un feu qui a été mis devant ma maison avec des pneus, qui a été éteint d'ailleurs très aimablement par des voisins qui ont vu les auteurs de ce feu et qui sont venus l'éteindre rapidement. Philippe Germain a été victime d'ailleurs aussi du même type de comportement. Là, on passe une étape, c'est plus simplement une insulte. On passe à des menaces, à une volonté d'intimidation. Et puis le summum, quand même, là où on a tutoyé les étoiles en termes de comportement mafieux de la part de ces 10 rouleurs, c'est lors de mon passage à Nouvelle-Calédonie première. Vous savez, dimanche soir sur le plateau du JT, où j'ai attendu désespérément que Maï se pointe pour que nous échangions un certain nombre d'arguments et où j'ai pas eu cette chance. Mais par contre, s'il n'était pas là, lui, en personne, le président du syndicat dit des rouleurs, par contre, il avait envoyé sa milice. Et donc, il y avait une quinzaine de gros bras armés de battes de baseball, de barres de fer, qui ont secoué les grilles de RFO, qui ont cassé la guérite qui était à l'entrée. Et en réalité, les auditeurs ne le savent pas, parce que RFO a eu, je ne sais pas si c'est la sagesse ou le mensonge de ne pas le dire à l'antenne, même pas hier soir. En cours de journal, étant donné qu'il s'activait comme ça à l'entrée, et que bien sûr ça créait des désordres et des troubles, et puis une inquiétude de la part du personnel qui était encore dans la station, ils sont venus m'exfiltrer, c'est-à-dire c'est pour ça que ça s'est terminé un peu cut, l'interview avec la journaliste, parce qu'ils sont venus en cours de route m'exfiltrer, j'ai dû partir par derrière. C'est la rédactrice en chef qui est venue me chercher sur le plateau. Donc là, on est passé à autre chose. Ce que je veux dire, c'est que toute revendication est légitime dans une société. Liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de manifestation. Voilà, donc ce que je veux dire, on a de la chance d'être en République, d'être en démocratie. Donc voilà, c'est chaque catégorie sociale, quelle qu'elle soit, dispose de ces libertés-là qui sont constitutionnellement garanties.
liberté d'insulter, elle n'existe pas, hein, même condamnée par les tribunaux pour diffamation. J'ai d'ailleurs engagé les recours nécessaires. Quant à la liberté d'intimider, de menacer ou, le cas échéant, de pratiquer un certain nombre de violences à l'égard de personnes, quelles qu'elles soient, ou investies de mandat public, elle n'existe pas non plus. Donc quand vous avez des bandes armées qui essayent de vous passer à tabac, à partir de ce moment-là, on est passé dans autre chose, et ce autre chose n'a strictement aucune légitimité. Donc le gentil petit rouleur qui fait cuire sa brochette, qui a alimenté un petit peu les chroniques, ça c'est le côté Disneyland, hein. Quand on va en coulisses, c'est pas du tout la même chose. On se retrouve avec des gens qui ont parfois un comportement de type mafieux. Alors, ça n'empêche pas, je tiens à le dire aussi, que dans probablement les 100 personnes qui sont baie de la Moselle, il y a des gens sincères. Voilà, c'est ça qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a des gens qui se sont embarqués... Il y a une vraie crise, Philippe Gomez. Non, il n'y a pas de vraie crise. Je vais vous en parler de la vraie crise. La vraie crise, c'est ce qu'on vous a fait croire pour essayer de justifier les mesures, mais il n'y a pas de vraie crise. On va en parler de la vraie crise ensuite. Il y a des gens sincères. Sur les 100 personnes qui sont là avec leur camion, il y a des gens sincères. Il y a des vrais petits entrepreneurs. Hein, je parle pas de Maï, qui est pas un rouleur. Maï, c'est un mineur. Il fait 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Maï, il a rien à voir avec les rouleurs. Bon. Fouché, c'est un rouleur. Enfin, quand on a 50 camions, 50 pelles, etc., je sais plus si on est vraiment une entreprise de roulage telle qu'on l'entend dans le peuple. Non. Mais par contre, il y a des petits rouleurs, de vrais petits rouleurs sur ce parking de la Moselle, qui ont 1 ou 2 camions, qui, le cas échéant, n'ont pas de salariés, ou ont 1 ou 2 salariés. Donc là, je sais qu'il y a des personnes qui sont sincères dans leur démarche, qui suivent leur leader, parce que leur leader leur a dit on va faire ça, et donc ils sont derrière, qui font confiance à leur leader, et qui, eux, pour un certain nombre d'entre eux, rencontrent des difficultés. Ce que je regrette, c'est que cette sincérité d'un certain nombre soit instrumentalisée par ceux qui dirigent et qui ont strictement aucun scrupule. Philippe Gomez, on a été surpris de la montée en puissance de ce conflit. N'y avait-il pas des signes avant-coureurs? Pourquoi les politiques n'ont-ils pas anticipé le ras-le-bol des rouleurs? Et vous, qui êtes député de la seconde circonscription, vous n'avez rien vu venir? Non, mais il n'y a pas de ras-le-bol des rouleurs. Il n'y a pas de ras-le-bol des rouleurs. En réalité, c'est un putsch des mineurs. Ça n'a strictement rien à voir. Donc les mineurs, sachant qu'ils ne sont pas automatiquement d'une popularité folle, ils envoient le rouleur qui, bien sûr, par définition, a des moyens d'action qui sont des gros camions qui ont capacité à bloquer la circulation, comme on a pu le constater, et puis 2 qui, par définition, sont plus sympathiques que les mineurs. Donc voilà, c'est une opération de communication d'une part, pour faire avancer leurs revendications, et puis c'est une opération qui développe une capacité de nuisance, hein, pour faire aboutir de la même manière leurs revendications. Donc est-ce qu'on l'a vu venir? Ben oui, de très longue date. Vous savez, ce qui est aujourd'hui sur la place, c'est ce que les mineurs demandent depuis maintenant plus d'1 an. Depuis plus d'1 an, les mineurs ont fait la tournée des institutions. J'ai eu la chance de les recevoir également pour nous dire, voilà, ce qu'on veut, c'est exporter des latérites en Chine. Parce que c'est ça le sujet, hein. Tout le reste, c'est un habillage, ça habille la pauvreté. Le fond du fond, c'est ça. Exporter en Chine. Alors, quand ils sont venus me voir pour me dire ça, je leur ai dit 2 choses. La première chose, je lui ai dit, écoutez, on en parlera tout à l'heure si vous voulez, c'est à mon sens, pas compatible avec le schéma minier. Bon, ça c'est une chose. Et puis la deuxième chose, je me suis dit, bon, voyons, ces exportations en Chine, c'est pas compatible non plus avec une gestion durable de la ressource. Hein. On n'est pas là pour tout bouffer tout de suite. Hein. On n'est pas là juste pour le prochain compte d'exploitation du business. On est là pour notre génération et les générations futures. Donc il ne faut pas raisonner comme si demain on allait partir de l'île en laissant des trous partout dans nos montagnes et en laissant, le cas échéant, nos petits-enfants regarder les trous que les anciens ont laissés. Comme ça a été le cas à Nauru, par exemple, où toute la richesse a été dilapidée par une génération et aujourd'hui l'île se trouve fort démunie et sa population notamment. Donc, c'était pas compatible avec ça, mais je leur ai dit peut-être que, bon, c'est pas compatible avec le schéma minier, c'est pas compatible avec une gestion durable de la ressource, mais par contre, peut-être ça va créer de l'emploi. Vous voyez, c'est ce que j'ai essayé de raisonner pour me dire, est-ce qu'on peut trouver un intérêt à ces exportations chinoises? Et là, ils m'ont dit, ah non, ça va pas créer de l'emploi. Non, on va pas créer de l'emploi. On va, dans le meilleur des cas, sur l'ensemble des centres miniers, si on exporte 1 million de tonnes, c'était le chiffre à l'époque, de latérite sur la Chine, ça va créer 60 à 80 emplois au grand maximum. Au grand maximum.
Donc en réalité, ces exportations chinoises, elles n'ont pas vocation non plus à créer de l'emploi, parce qu'ils vont simplement augmenter les cadences qui sont aujourd'hui celles de leurs entreprises pour satisfaire ces marchés nouveaux s'ils étaient accordés. Donc, ils ont fait le tour des institutions dans le cadre des procédures normales, ils ont déposé leur dossier dans le cadre des procédures normales, et ils se sont vus opposer des fins de non-recevoir, pour toute une série de raisons sur lesquelles je reviendrai, sur lesquelles je reviendrai le cas échéant. Et à partir de ce moment-là, c'est là où ils ont décidé, parce que nous, on n'arrive pas dans un cadre légal, on va faire un putsch, on va faire un coup de force et envoyer les rouleurs. Et les rouleurs, ils les font travailler. Donc, quand vous dites, voilà, les institutions, elles nous affament, si on exportait sur la Chine, on peut te faire travailler, mais comme on n'exporte pas, on peut pas te faire travailler. Tout ça, c'est à cause de ces comptes politiques. Alors, vas-y, il faut que tu ailles avec ton camion pour sauver ton emploi et puis notre entreprise, quoi. À partir de ce moment-là, moi, je suis rouleur, j'aurais été à la place d'un certain nombre de rouleurs que Ballande, que la SLN ou que Montagna fait travailler, j'aurais été probablement aussi sur le parking de la Moselle, parce que si j'avais été sincère avec mes traites, mon camion, la nécessité de nourrir ma famille, et que mon patron me dit je vais plus pouvoir te payer, mon pauvre vieux, tes traites, tu vas te les payer tout seul, et tout ça, c'est à cause des institutions. Oui, à partir de ce moment-là, je suis remonté contre les institutions et je participe à la mobilisation. Donc oui, de longue date, on voit l'affaire s'organiser, et aujourd'hui elle est dans la rue. Donc c'est prévisible. C'était plus que prévu, sauf que franchement, moi je pensais que les mineurs calédoniens, et notamment la SLN, les petits mineurs aussi, allaient faire preuve de davantage de responsabilité à l'égard du pays et de sens de l'intérêt général. Ils ont fait preuve ni de l'un ni de l'autre. Philippe Gomez, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, pourquoi le gouvernement n'accorde-t-il pas cette dérogation qui serait plus limitée dans le temps ? Oui, ça j'aime bien parce que c'est vraiment la tarte à la crème que tout le monde reprend partout. Donc maintenant, il n'y en a pas un qui nous dit pas oui, mais alors pour sortir du conflit, on n'a qu'à autoriser un petit peu les exportations sur la Chine. Mais alors pas beaucoup, je vais répondre dans le détail, pas beaucoup et sur une durée limitée. Alors ça, c'est formidable. 18 mois, c'est ça. Proposé, 18 mois, 1 million de tonnes. Alors, qu'est-ce qui est demandé ? Ce qui est demandé sur la Chine, c'est 2 millions de tonnes. 2 millions de tonnes. Les mineurs me confirment non, 1 million de tonnes. Les mineurs, mais je vous le dis. Moi, je vous dis, les mineurs, ils mentent. Mensonge des mineurs. Et je peux vous faire la liste, c'est pas le syndicat des mineurs, c'est le syndicat des menteurs. Mensonge des mineurs. Il y a 2 millions de tonnes qui sont déposées sur le bureau de la DIMINC et qui sont en cours d'instruction et qui concernent toutes les sociétés minières, qu'il s'agisse de Ballande, qu'il s'agisse de Montagna, qu'il s'agisse de Maille ou qu'il s'agisse de la SLN ou qu'il s'agisse de Gemini. Toutes les sociétés minières sont concernées et il y a 2 millions de tonnes qui ont été déposées. Alors peut-être 2 millions de tonnes, ça ne veut rien dire pour les auditeurs. Donc il faut comparer ça à quelque chose. Quel est le volume exporté actuellement par les petits mineurs ? C'est 3 400 000 tonnes, tout compris, à destination de l'Australie comme à destination du Japon. Donc, vous rajoutez 2 millions de tonnes aux 3,4 millions qui sont déjà exportés. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est une demande très significative. C'est pas une petite quantité, etc. Ça n'a rien à voir avec la petite quantité, c'est une très importante quantité. 2 millions de tonnes, c'est plus que ce qu'on exporte sur le Japon. Vous vous rendez compte ? Aujourd'hui, on exporte 1 700 000 tonnes sur le Japon. Ce qui nous est proposé, c'est d'exporter 2 millions de tonnes, c'est-à-dire encore plus que ce qui est exporté sur le Japon, qui est un client traditionnel de la Nouvelle-Calédonie depuis 65 ans. Donc, c'est pas une mince affaire. Ensuite, mon cher Ali, imaginez, on autorise 1 ou 2 millions de tonnes sur la Chine pour une durée limitée. Et puis dans 18 mois, Ali, qu'est-ce qu'on va nous dire ? Vous voulez que je vous la raconte, ce qu'on va nous dire ? C'est hyper simple. Mais comment on va faire ? Mais les emplois qui ont été créés, et les rouleurs qui roulaient pour la Chine, si vous arrêtez la Chine, ils vont plus rouler. Cette affaire de 18 mois et de quantité limitée, c'est juste une manière de mettre le pied dans la porte, organiser le flux, créer le flux à destination de la Chine. Et ensuite, on fera le chantage au roulage et à l'emploi pour que le flux soit maintenu et, le cas échéant, amplifié. Donc voilà pourquoi la question d'une quantité limitée sur une durée limitée, c'est une vaste fumisterie. C'est la volonté de forcer la porte sur le sujet, a fortiori parce que leurs demandes, elles ne sont pas d'une quantité limitée, mais de 2 millions de tonnes. Philippe Gomez, environ 700 000 tonnes de minerais ont déjà été exportées par la NMC, filiale de la SMSP, vers la Chine en 2011, donc déjà un précédent qui n'a pas mis à mal, on le sait, l'économie du pays en général et la situation des rouleurs en particulier. Vous répondez quoi ? Je réponds que votre information est incomplète, puisqu'il y a 70 000 tonnes qui ont été exportées par la SMSP et à peu près la même chose ou un peu plus qui a été exportée par Maille.
par maille. Donc c'est pas, non, parce que je dis on dit SMSP, donc j'ai compris, c'est pour dire on a donné à Dang, on donne pas aux autres. Hein, vous voyez, donc l'information, autre mensonge qu'il délivre. Donc il y a eu effectivement 2 bateaux qu'on appelle des bateaux test qui sont partis, l'un à la demande de la SMSP, l'autre à la demande de maille. Vous comprenez bien qu'un bateau test à 70 000 tonnes, sur un total de 5 400 000 tonnes d'exportés, ça reste qu'un bateau test qui a été fait à un moment donné de l'histoire. Ça n'a rien à voir avec 2 millions de tonnes supplémentaires. C'est-à-dire, on crée pas, avec 70 000 tonnes, on ne crée pas un courant d'affaires à destination de la Chine. On teste, le cas échéant, une qualité de minerai, et en l'espèce pour la SMSP, vous savez très bien que ça a été fait dans le cadre du dossier qu'ils ont engagé pour réaliser là-bas, en partenariat avec un actionnaire chinois, une usine de production de métal. Donc, il n'y a pas eu aujourd'hui, exception faite de ces 2 bateaux de test, un pour maille, un pour la SMSP, d'exportation chinoise. Et ça a été, pour le coup, là, extrêmement limité, 70 000 tonnes par rapport aux 5 400 000 tonnes. Oui, mais ça crée un précédent, c'est ça l'idée. Ah non, le précédent, il eût été créé si on avait décidé de créer un courant d'affaires. Personne n'a décidé de créer un courant d'affaires. On peut demain faire un bateau test sur une autre destination, il n'y aura pas un mort d'homme. Ce qu'il faut bien comprendre, il faut aller à la base, parce que toutes les questions, là, elles sont très intéressantes, mais le fond du fond, c'est quoi? C'est quoi, le fond du fond? Le fond du fond, c'est qu'on a un schéma minier. Et que le schéma minier, adopté à l'unanimité, proposé par le gouvernement Martine, avec les voix des Républicains. D'accord? Le schéma minier dit quoi? Il dit d'abord, premier principe, on privilégie la transformation locale. C'est ça qu'il dit. Et pourquoi on privilégie la transformation locale? L'usine du Nord, celle du Sud, la SLN. Parce que le minerai transformé localement, il laisse 2 à 3 fois plus de valeur ajoutée que le minerai exporté. C'est-à-dire, en clair, on crée 2 à fois plus d'activités et d'emplois quand on transforme localement le minerai que quand on l'exporte brut. Donc voilà pourquoi le schéma minier, comme dans tous les pays développés de la planète, hein, tous les pays qui se développent, bien évidemment, ils n'exportent plus leur minerai brut. Ils le transforment sur place. Donc voilà pourquoi le schéma minier privilégie cet axe de valorisation de la ressource. Mais le schéma minier dit aussi, on va continuer les exportations de minerais bruts. Il le dit, le schéma minier. Mais il pose 3 conditions. 3 conditions, pas une, 3. Première condition, on maintient. On maintient. Pas on réduit, pas on développe, on maintient. Hein, la langue française, c'est 72 000 mots, c'est pas par hasard. Maintenir, c'est pas réduire, c'est ni développer. On maintient les courants d'exportation actuels. On maintient les courants d'exportation actuels à destination des clients traditionnels, nous dit le schéma minier. Clients traditionnels, c'est l'Australie depuis 28 ans, QNI, et le Japon depuis 65 ans. D'accord? Enfin, nous dit le schéma minier, avec des volumes sensiblement équivalents. Vous voyez, c'est très cadré. Donc le schéma minier, il ne fait pas des exportations un axe de mise en valeur des ressources minières. L'axe, c'est l'optimisation des retombées locales, et donc c'est la valorisation locale. Mais il dit par contre, étant donné qu'il y a une tradition, et qu'il y a des flux d'affaires, et qu'il y a des centres miniers qui travaillent pour l'exportation, on va les maintenir, 1, à destination des clients traditionnels, 2, pour des volumes sensiblement équivalents, 3. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis 2009? Quand on regarde, est-ce qu'on a réduit les exportations? Pas du tout, pas du tout. On est passé entre 2009 et 2014 de un peu plus de 3 700 000 tonnes à 5 400 000 tonnes d'exportation. De 3,7 millions à 5,4 millions. Donc on a même été déjà au-delà du schéma minier. C'est-à-dire, quand le schéma minier dit volume sensiblement équivalent, nous, on a autorisé plus. Par exemple, sur le Japon, on exportait 600 000 tonnes en 2009. Aujourd'hui, on en exporte 1,7 million. On a quasiment multiplié par 3. Sur l'Australie, c'est à peu près resté au même niveau. Donc, le schéma minier actuel, il ne prévoit pas une possibilité de développer les exportations et d'initier de nouveaux marchés. Donc quand on dit la Chine, parce qu'il n'y a pas que la Chine, hein, Ali, ils ont déposé 2 millions sur la Chine, les mineurs, mais ils oublient de dire qu'ils ont déposé 1,4 million sur le Japon. En même temps, là, les demandes qui sont déposées, c'est aussi 1,4 million tonnes sur le Japon, dont 1 million pour la SLN. C'est-à-dire que si on accorde aux petits mineurs et à la SLN ce qu'ils demandent aujourd'hui, 2 millions sur la Chine et 1,4 million sur le Japon, on double le volume d'exportation des petits mineurs qui aujourd'hui est de 3,4 millions. Aux 3,4 millions des petits mineurs et de la SLN actuelle, on rajoute 3,4 millions supplémentaires. Je mets à part la SMSP qui exporte aujourd'hui
aux alentours d'1,8 million tonnes pour son usine de Corée, puisque ce sont des exportations qui sont transformées dans une usine offshore. Donc c'est pas un détail avec une petite quantité limitée dans le temps qu'on va régler comme dans une épicerie chinoise le conflit en cours. Non. On réunit le Congrès. C'est le Congrès qui a délibéré. C'est lui qui est compétent. C'est la loi organique qui le prévoit. Le schéma est prévu par la loi organique. On réunit le Congrès. Et si on révise... Quand le président voudra bien le réunir, Calédonie Ensemble a déposé une résolution, ça fait 10 jours qu'on demande une réunion publique du Congrès. Une réunion de bureau a eu lieu. Les partis politiques qui sont exprimés là-dessus sont de manière générale pas très chauds pour cette réunion, il faut le reconnaître. Qu'il s'agisse de l'Union calédonienne, qu'il s'agisse du Palika. Nous, on dit, on n'a rien à gagner à rester dans l'ombre dans cette affaire. Mettons tous les éléments du débat sur la place publique. Arrêtons les manipulations auxquelles un certain nombre se livrent. Et débattons au Congrès du sujet. Et si il y a une volonté de réviser le schéma minier, pourquoi pas? Moi, je dis pourquoi pas. Vous savez, un schéma de développement économique, a fortiori dans un monde mouvant comme le nôtre, il faut qu'il soit régulièrement révisé pour prendre en compte les évolutions des situations locales ou internationales. Ouais, ça s'appelle le bon sens. Voilà, ça s'appelle le bon sens, donc révisons-le. Et s'il y a une majorité pour dire, bah oui, on va exporter plus, oui, on a le droit d'exporter plus sur le Japon, oui, il faut ouvrir des nouveaux marchés sur la Chine, eh ben le schéma minier sera révisé, et à partir de ce moment-là, les petits mineurs auront gain de cause sur leur demande. Mais en l'état actuel des choses, c'est non, parce que le schéma minier ne le prévoit pas. C'est pas Calédonie Ensemble qui est à l'origine du schéma minier, c'est le gouvernement Martine. Donc nous, on fait simplement que respecter ce qui est aujourd'hui la règle des reins en matière d'exportation minière. Quelques mots maintenant, Philippe Gomez, sur le fonds nickel. À quoi sert-il ? Écoutez, il a été créé à la suite d'un très grand conflit qui, justement, conduisait les rouleurs à ne plus avoir de travail. Parce qu'il y avait une vraie crise et que... C'est un fonds de garantie. Et donc, attendez. Donc, il y avait une vraie crise et donc... ils n'avaient plus de boulot et donc ils se sont mobilisés pour avoir du boulot. Et donc c'est à ce moment-là qu'a été décidée la création du fonds minier. Du fonds nickel, pardon. L'objectif du fonds nickel, c'est d'aider les rouleurs et de manière générale les sous-traitants du secteur minier à passer un cap lorsqu'on est en situation de crise. Ça a été fait pour ça. Qu'est-ce que dépense le fonds nickel chaque année? Aux alentours de 500 millions par an. À quoi sont affectées ces dépenses? Principalement à la réhabilitation des sites miniers ou des mines orphelines. D'accord? Bon. Aujourd'hui, ce fonds nickel a dans ses caisses 2 milliards de francs CFP. Vous entendez, Ali? Pas 500 francs. J'ai vu Max Fouché qui disait dans les nouvelles calédoniennes, non, c'est quelques piécettes, de manière un peu méprisante. Quelques piécettes peut-être pour lui, eu égard à son niveau de chiffre d'affaires et de matériel. Mais je pense que pour beaucoup de petits rouleurs qui ont 1, 2 ou 3 camions, les petites piécettes, ils seraient contents de les avoir pour pouvoir payer leur retraite et assumer les revenus de leur famille. Donc le fonds nickel, 2 milliards de francs CFP qui sont susceptibles d'être injectés tout de suite, dans le secteur minier, notamment sur la côte Est, pour faire en sorte que ceux qui roulent moins puissent continuer à rouler. Le fonds nickel, il prévoit différentes modalités d'intervention. On peut prendre en charge le fonds nickel les cotisations sociales, si on n'arrive plus à les payer, étant donné qu'il y a une baisse d'activité. On peut donner du travail à ceux qui n'ont plus de roulage sur mine pour réhabiliter des sites miniers. Et il y a d'autres possibilités d'intervention. Et le cas échéant, on peut réviser l'objet du fonds nickel pour lui permettre d'aller plus loin dans ses capacités d'intervention. Donc s'il y a un vrai problème et une vraie crise, le fonds nickel est là. Sauf que vous aurez remarqué que personne ne demande son intervention. Personne ne demande son intervention. C'est curieux, non? S'il y a une vraie crise et qu'on a créé un outil il y a 15 ans de ça pour aider les entreprises à traverser cette crise, et on ne demande pas l'intervention de ce fonds. Alors j'ai entendu le président du syndicat des exploitants miniers qui disait « Oui, mais le fonds nickel, c'est de l'argent public ». Ah bah, quel souci de l'argent public l'honore, hein. Quand il a envoyé les rouleurs tout péter en ville, j'ai pas vu qu'il avait le souci de l'argent public, là, hein. Mais enfin là, c'était autre chose. Par quoi est alimenté le fonds nickel, Ali ? Le fonds nickel, il est alimenté par ce qu'on appelle la redevance superficiaire, c'est-à-dire la redevance que payent les mineurs sur les concessions qui leur sont attribuées. Donc c'est un système très vertueux. Les mineurs payent cette redevance, elle alimente le fonds nickel, et le fonds nickel est là pour intervenir en cas de crise. Donc, s'il y a une vraie problématique, à partir de ce moment-là, c'est le fonds nickel qui doit intervenir. Il a été fait pour ça, construit pour ça, à l'initiative des rouleurs et des entreprises sous-traitantes de l'industrie minière. Philippe Gomez, on va faire une petite pause de pub et on se retrouve dans 2-3 minutes.
Retour en studio dans cette édition spéciale consacrée aujourd'hui au conflit des rouleurs avec Philippe Gomès, député de la seconde circonscription. On continue cet entretien. Philippe Gomès, vous avez annoncé le maintien des volumes d'exportation pour l'année 2015 qui seraient identiques à ceux de 2014. Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer ? C'est simple, vous savez, quand un bateau part, Ali, il faut que vous sachiez qu'en Nouvelle-Calédonie, la direction des mines et de l'énergie tient les statistiques de la direction qu'il prend, parce que le bateau, pour partir et exporter du minerai brut, il a dû obtenir quelque chose qui s'appelle une autorisation d'exportation. S'il n'y a pas d'autorisation d'exportation, comme il s'agit de minerai brut, il ne peut pas partir. D'accord ? Donc on sait, dans le détail, quelle destination, quelle teneur, quel tonnage, quelle société. Et quand on prend les exportations, puisque j'ai vu les larmes de crocodile qui coulaient sur les joues des mineurs, quand on prend les exportations, on a eu le plus haut niveau, écoutez bien Ali, on a eu le plus haut niveau d'exportation de minerais bruts depuis 1997. En 2014, l'année 2014 a été l'année la plus élevée en tonnage exporté de minerais bruts sur les différentes destinations. 5,4 millions de tonnes. Il faut remonter à 1997, vous entendez, pour retrouver un tonnage de cette importance. Donc je dirais que l'activité exportatrice de minerais, elle est florissante. Donc pour vous, il n'y a pas de crise ? Attendez, elle est florissante. Donc, alors on peut se dire, non mais vous pourriez me dire, Ali, mais là, Philippe Gomès, vous me parlez du tonnage, mais quel prix ? Parce que peut-être ils ont exporté autant, mais à un prix où ils ont perdu de l'argent. Ridiculement ces pauvres mineurs, voilà. Ouais. Pas du tout, Ali, pas de chance non plus. Pas de chance pour eux. 2014, 24 milliards de francs CFP de chiffre d'affaires à l'export. Exception faite de l'année 2006-2007, vous savez, où il y a eu cette explosion des cours qui nous a conduit à tutoyer les étoiles pendant ces 2 années d'exception dans la conjoncture nickel. Si on enlève ces 2 années d'exception hors norme, depuis 1997, ils n'ont pas fait à l'export un chiffre d'affaires aussi élevé. 24 milliards CFP. Donc, 2014, année pour les petits mineurs et la SLN, la plus élevée en termes de tonnage exporté depuis 20 ans, et le chiffre d'affaires le plus élevé depuis 20 ans, exception faite de 2006 et 2007. Alors là, Ali, vous pourriez me dire, je vous fais les questions et les réponses, Ali. Allez-y, je vous en prie, faites mon boulot. Pour éclairer les auditeurs. Ouais, mais à 2015, Philippe Gomès, ils sont en train de se bourrer la gueule. En 2015, les pauvres, c'est pour ça. J'allais vous le dire. Vous allez me le dire, Ali. Pas de chance, Ali. Pas de chance. Le volume exporté sur le premier semestre 2015, Ali, est exactement le même que le volume exporté sur le premier semestre 2014. Donc, ils ont fait la meilleure année en 2014, et sur 2015, on est toujours dans la même dynamique. Il n'y a qu'une seule chose qui change, Ali. C'est que sur le premier semestre 2015, on exporte moins de latérite, à peu près 500 000 tonnes en moins, et plus de garnierite à destination de la Corée, à peu près 500 000 tonnes en plus, ce qui fait que le tonnage global est équilibré, même si ce n'est pas les mêmes destinations et le même minerai. Dernière chose, Ali, on pourrait dire, oui, mais alors peut-être là, en 2015, là, il y a une crise terrible pour eux. Ils exportent le même tonnage, mais les prix ont baissé. Pas de chance non plus, Ali, pas de chance. Je vous conseille non pas de prendre des déclarations de mineurs, qui sont issues de mensonges, d'aller prendre le bulletin de l'ISEE. Vous savez, il n'y a rien de plus officiel. L'ISEE, il n'est pas la solde de Calédonie ensemble. L'ISEE, c'est un organisme statistique qui, comme à l'échelle nationale, œuvre à l'échelle locale pour donner un certain nombre d'éléments d'appréciation aux Calédoniens. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'ISEE, sur le premier semestre, pas premier semestre, premier trimestre 2015, puisque on n'est pas encore avec les chiffres du deuxième trimestre. Premier trimestre 2015. Il dit quoi, l'ISEE ? Il dit le secteur minier, plus 200 emplois. C'est le seul secteur qui crée de l'emploi aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Premier trimestre 2015, plus 200 emplois dans le secteur minier, de manière générale. Et en ce qui concerne le chiffre d'affaires des exportations effectuées, plus 50%. C'est-à-dire qu'ils ont exporté le même tonnage, mais le chiffre d'affaires est encore meilleur que ce qu'il était l'année précédente. Alors pourquoi on est dans cette situation ? Vous savez, c'est simple, il suffit de lire le dernier Nickel NC, dernier trimestre de juin, juillet, août 2015. Je conseille sa lecture à tous les Calédoniens qui veulent éviter de se faire gruger sur l'histoire de la mine. Parce que là, c'est les mineurs qui parlent. Vous avez l'interview de Balland, vous avez l'interview de Maille, vous avez l'interview de Jérôme Fabre, le directeur de la SLN, l'interview de Gravela, au Montagna. Ils disent, vous savez ce qu'ils disent sur le Japon ? La pépite japonaise. Désormais, on exporte sur le Japon grâce aux nouvelles négociations qui ont été menées
dans lequel leur talent n'a pas grand-chose à voir. Hein. Les prix sont meilleurs pour une simple et unique raison. Il y a eu le ban indonésien. Vous savez, l'Indonésie qui exportait son minerai, qui a décidé du jour au lendemain de ne plus l'exporter à destination de la Chine. L'Indonésie exportait 63 millions de tonnes de nickel. Donc vous imaginez, du jour au lendemain, elle arrête. Il ne reste plus que 2 pays sur la planète qui exportent du nickel, hein, les Philippines et la Calédonie. Donc conclusion, le minerai devenant rare, bien évidemment, les Japonais, ils ont dû faire des efforts substantiels en termes de partage de marge pour continuer à avoir du minerai calédonien. Donc voilà pourquoi, aujourd'hui, les exportations sur le Japon sont des exportations plus lucratives qu'elles ne l'étaient. Donc, quelle crise ? Vous nous dressez un tableau florissant de la situation. Oui, le tableau est florissant, sauf sur un point. Sauf sur un point, allez. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de rouleurs qui ont des difficultés, allez. Sauf sur un point. Et ça, c'est un point vrai. C'est pas un mensonge, un habillage, c'est un point vrai. C'est qu'on exporte moins de latérite sur l'Australie sur ce premier semestre. J'ai dit 500 000 tonnes au lieu d'1 million de tonnes. D'accord ? Et donc, notamment sur la côte Est, un certain nombre de centres miniers sont impactés. Et que oui, il y a des rouleurs qui roulent moins de latérite sur la côte Est. Ça, si on doit dire il y a une crise, hein, si on doit dire il y a une crise, on doit dire les termes de la crise sont moins de rouleurs roulent moins de latérite sur la côte Est. C'est la seule crise qui puisse exister pour un certain nombre de petites entreprises, qui n'est pas une crise des mineurs, qui eux continuent à avoir une activité soutenue, c'est une crise de certains rouleurs. Pourquoi ? Parce que les mineurs n'ont pas renouvelé leur contrat avec QNI. L'Australie. Avec l'Australie. Depuis 28 ans, les mineurs contractent en moyenne aux alentours de 2 millions de tonnes avec QNI. La majeure partie d'entre eux, c'est-à-dire sauf Maille, ils ont tous des prix planchers. Des prix planchers aujourd'hui à 28 $ la tonne, qui s'appliquent parce que c'est des anciens clients. Donc ils sont des prix d'ailleurs supérieurs au marché. Parce que, comme vous savez, le marché est extrêmement déprimé. On est à 10 300 $ la tonne et à 4,60 $ la livre au LME. Hein. Donc c'est un marché hyper déprimé qui est celui aujourd'hui du nickel. Mais QNI avait quand même proposé le renouvellement de ces contrats et c'est les mineurs qui volontairement n'ont pas renouvelé les contrats à QNI. D'ailleurs, pas en totalité, ils ont renouvelé qu'en partie. Parce que très probablement que le fait de renouveler en partie était un élément de leur stratégie pour dire, ben voilà, on n'a plus de minerais à envoyer sur l'Australie, il faut nous autoriser la Chine. Hein. C'est un élément de la stratégie pour faire le coup de force en ce qui concerne la Chine. Sauf, pas de chance, QNI a envoyé une lettre à la demande du président du gouvernement, Philippe Germain, qui a démarché personnellement pour savoir ce qu'il en était, parce que vous savez, il faut se méfier de ce que racontent les gens. Donc savoir ce qu'il en était, et QNI a fait une lettre disant qu'il était OK pour maintenir les mêmes conditions, les mêmes volumes, jusqu'à 3 millions de tonnes. Donc aujourd'hui, il y a un acheteur des latérites calédoniennes de la côte Est qui, depuis 28 ans, les achète, qui s'appelle QNI, et qui est OK pour reconduire les mêmes volumes, aux mêmes conditions et aux mêmes tarifs. Donc, oui, il y a une crise ponctuelle. Oui, elle a été organisée pour une large part par les mineurs. Et oui, il y a une modalité de réponse à cette crise, c'est soit passer les contrats avec QNI, ou soit faire intervenir le fonds nickel. Ou les deux, mon capitaine. Donc oui, le problème est identifié, et oui, il peut être réglé. Et sûrement pas par des exportations chinoises, pour toutes les raisons que je vous ai indiquées au fur et à mesure de vos questions. On continue, merci de me laisser la parole. Daniel Goa, le président de l'Union calédonienne, vient d'être sollicité par les rouleurs pour être le médiateur de ce conflit. C'est une bonne idée, Philippe Gomez. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est courageux de la part de Daniel Goa. C'est courageux de la part de Daniel Goa. Moi, je dois dire que je suis impressionné par la carrure du nouveau président de l'UC. Il entre dans un conflit dont il connaît parfaitement les tenants et les aboutissants. Parce que Daniel Goa, tout ce que je viens de vous dire, il le sait. Hein. Il n'est pas né de la dernière pluie. Il sait toutes les manipulations qui se trament là derrière. Mais il le fait, je le comprends. C'est parce qu'au sein de l'UC, ils sont partagés. Si vous voulez, à l'UC aujourd'hui, il y a deux branches. Une branche business qui roule sur mine. Et donc qui a perdu peut-être quelques fondamentaux en termes de mise en valeur des ressources minières, et qui est plutôt dans la mise en valeur de son portefeuille. Et puis notre branche qui, elle, est restée sur la nécessité d'avoir une mise en valeur de nos ressources qui correspondent davantage à la possibilité pour notre pays d'être autonome économiquement. Et plus on valorise localement, plus on sera autonome économiquement, plus on exporte, plus le minerai brut, plus on est un pays sous-développé. Hein. Bon.
Et donc il a décidé de s'investir dans le dossier, à mon avis, à ce niveau-là, parce qu'au sein même de son parti, deux lignes se dessinent, même s'il semble que la ligne respect de la doctrine Nickel soit quand même la plus forte et la plus importante, majoritaire. On a bien vu la force de la mobilisation dans le Nord. Dans le Nord, hein. L'autre ligne étant plutôt une ligne représentée dans le Sud. Donc ça, c'est la première raison, à mon avis, pour laquelle il est intervenu. La deuxième raison, je trouve qu'elle est vraiment digne d'intérêt et de considération, c'est qu'il a dit je ne souhaite pas qu'une partie de nos populations s'oppose à une autre. Et c'est vrai qu'on était parti là-dessus. Alors, c'est vrai que les rouleurs, après avoir bloqué les institutions et pris en otage les institutions, ont pris en otage la population dans tout le pays. Et donc c'est vrai qu'ils ont fini par avoir une réponse, hein, parce qu'au bout d'un moment, 15 jours, les indépendantistes dans le Nord ont décidé d'agir. Et je trouve qu'ils ont agi là aussi, je tiens à le dire, de manière très responsable. S'ils avaient été aussi irresponsables que les Fouché, Maille, Co et que les mineurs, je ne sais pas où on en serait. Hein. On serait peut-être parti sur un blocage sur mine pour des mois, hein, jusqu'à ce qu'il y ait un certain nombre d'heures ou d'affrontements. Non, ils ont été hyper responsables, contrairement aux autres. Ils ont dit, bon, on bloque une journée. C'est un signal qu'on donne, c'est un avertissement. Vous ne pouvez pas faire un putsch contre les institutions. C'est les institutions, ce sont les institutions qui décident de la politique du pays, y compris en minière et métallurgique. Ce ne sont pas les petits mineurs. C'est ça. En réalité, c'est une révolution culturelle à laquelle on est en train d'assister et qui ne dit pas son nom. Hein. Les institutions sont légitimes pour décider de la politique minière et métallurgique et pas les petits mineurs. Pourquoi pas les petits mineurs? Pour une simple raison, c'est que les mines, elles leur appartiennent pas. Les mines n'appartiennent pas aux petits mineurs. Les mines n'appartiennent ni à la Célène, ni à Montagna, ni à Balande, ni à Dang. Ni à Dang. Les mines, elles appartiennent au pays. Elles appartiennent à tous les Calédoniens. Et elles leur appartiennent pour aujourd'hui et pour la génération future. Et donc voilà pourquoi ce n'est pas les petits mineurs d'aujourd'hui qui vont décider de la politique minière et métallurgique, ce sont les institutions qui doivent en décider, et les mineurs doivent inscrire leur action dans le cadre qui a été fixé par les institutions. Et le cadre actuel, c'est le schéma minier. Je finis sur Daniel Goa. Oui. Je dis ça parce que les auditeurs ne voient pas, mais vous essayez de m'interrompre là. Donc je vous comprends, mais... Ah, carrément, oui. Et je finis sur Daniel Goa, donc je trouve que c'est très courageux, le travail qu'il a engagé. J'espère qu'il arrivera à rendre raison à ceux qui ont pénalisé les Calédoniens comme ils l'ont fait, à ceux qui ont brutalisé, vous savez, un certain nombre de personnes lors des barrages, à ceux qui ont aussi un mort sur la conscience, parce que le jeune homme qui a perdu la vie, il n'aurait pas perdu la vie s'il n'y avait pas un camion au milieu de la route, hein, quoi qu'on raconte. Et donc j'espère, oui, qu'il va réussir à leur faire rendre raison et que le protocole d'accord qui avait été préparé par le gouvernement avec les mineurs sera signé. Et qu'on passera à une autre étape, c'est-à-dire non plus qu'ils essayent de faire évoluer les mineurs et les rouleurs, la politique à coup de force, à coup de blocage, d'intimidation, de menaces, d'insultes et de diffamation. Ça, c'est la Calédonie d'avant. La Calédonie d'avant. Elle est terminée. Ils n'ont pas compris ça. Elle est terminée, cette Calédonie-là. Mais qu'ils fassent évoluer le schéma minier par la concertation, par le travail, par une co-élaboration entre les institutions et eux. Ça, c'est la Calédonie d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire celle qui respecte la position de chacun et qui essaye de travailler ensemble. C'était ma dernière question. C'est votre scénario de sortie de cette crise? Le scénario de sortie, pour moi, il est extrêmement simple. Allez-y. Est-ce que vous voulez que je vous dise le 8e point de M. Maille? Vous avez vu à la télé, il a eu un truc extrêmement mystérieux en disant il y a un 8e point qu'on rajoute. Bon, je vais vous le dire tout de suite, le 8e point. Bien sûr. Le 8e point, c'est celui que les mineurs proposent depuis plus d'1 an. Hein, donc là, une nouvelle fois, les 10 rouleurs sont les perroquets des mineurs. Ce 8e point, qu'est-ce que c'est? C'est taxer les exportations. En clair, ils vont nous dire, c'est ce qu'ils veulent, les mineurs essaient de faire passer, autorisez-nous à exporter sur la Chine, et comme ça, comme on va avoir, si jamais les cours remontent, de très très belles marges sur la Chine, vous avez qu'à taxer un tiers, et puis nous, on prend les 2 tiers. Voilà, c'est ça la proposition qui va être faite. Donc, ça n'a rien à voir dans un conflit
hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le conflit qui va décider de la fiscalité applicable au secteur minier et métallurgique, pas plus qui va décider si on ouvre ou pas un nouveau marché sur la Chine. Donc le conflit va décider ni l'un ni l'autre. C'est au Congrès et aux provinces qu'il appartient de le faire, en concertation avec la profession. Mais la profession, elle ne va pas décider à la place des institutions. C'est les institutions qui doivent décider. Et donc la sortie du conflit, c'est la signature du protocole tel qu'il a été prévu, avec quand même un article en moins, hein. Parce qu'au départ, dans le protocole tel qu'il avait été acté, vous savez, il y avait un article qui disait que toutes les poursuites que le gouvernement pouvait engager n'allaient pas l'être. À l'époque, il n'y avait pas eu de dégradation, hein. On avait eu juste un blocage des institutions et quelques tas de terre devant la province et le gouvernement. Bon, là, on n'en est plus là. Donc, j'ai vu que le président du gouvernement, à juste titre, et le vice-président avaient retiré cet article. Et désormais, l'ensemble des collectivités pourront faire les recours qui s'imposent. Je pense notamment à la mairie de Nouméa, pour obtenir auprès du syndicat des rouleurs le dédommagement des dégradations qui ont été causées. Et moi, ce que je suggère, c'est que les mineurs subventionnent le syndicat des rouleurs, de façon à ce que les rouleurs n'aient pas en plus à payer ça de leur poche, puisqu'ils ont déjà plusieurs semaines où ils n'ont pas travaillé. Si en plus ils doivent payer les dégradations qu'ils ont faites du fait que les mineurs les avaient poussées devant, ça serait quand même un peu fort de café. Donc voilà la suggestion que je fais aux mineurs pour essayer de sortir un peu la tête haute de ce conflit. Philippe Gomez, vous êtes encore fait des amis, c'est bien. En tout cas, c'est pas ce que je cherche. En tout cas, merci. Je rappelle que vous êtes le député de la seconde circonscription et que vous avez bien sûr micro ouvert à Radio Océane. Demain, dans notre édition de la mi-journée, nous aurons le plaisir de recevoir Grégoire Bernu, porte-parole des Républicains. Restez à l'écoute de votre radio du Pacifique. On se retrouve à 17h pour le journal. Un dernier mot, Ali. Vous savez ce que les Républicains disaient en 2012 sur les exportations sur la Chine? Ce serait suicidaire, disait-il, Cynthia Lijard, à l'époque présidente de la province sud, que d'exporter notre minerai sur la Chine. Ce serait tuer notre entreprise, notre industrie locale. Fermez les guillemets, c'est pour que ça vous serve de première question. Réponse demain avec Grégoire Bernu qui sera assis à votre place. Merci à tous de votre fidélité. Salut.